Philippe Tanguy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. La semaine politique a été marquée notamment par la conférence de presse du président Macron. Tout le monde y a vu une vraie inflexion des mesures proposées pour la famille, pour l'école. On pense en particulier à la proposition de généraliser l'uniforme. Ce réarmement civique dont parle le président, est-ce qu'il vous interpelle? Est-ce que même il vous séduit, vous qui défendez aussi les valeurs dont a parlé le président? Les Français ont bien vu que le président de la République prenait beaucoup de propositions symboliques au Rassemblement national, mais ils savent aussi qu'il est au gouvernement depuis 7 ans, voire plus si on inclut M. Hollande. Donc des mesures très simples qui auraient pu être mises en place dès le début ne le sont pas toujours et on suivra leur mise en place. La vérité, c'est que, est-ce que oui ou non, nos enfants vont apprendre à lire, à compter, à maîtriser l'histoire de France? Moi, je me souviens de M. Blanquer qui, au début, avait cette image d'autorité comme ministre de l'Éducation et dans la durée, il n'a pas mis en place ces réformes de fond et les résultats des élèves français ont continué à se dégrader. Donc moi, je ne me laisse pas impressionner par M. Macron parce que quand j'entends notamment la situation des émeutes et sa vision des émeutes où il pense que des voyous ont dévalisé des supermarchés, ont saccagé des équipements publics parce que, je cite, ils s'ennuyaient, je vois bien qu'en fait derrière ce vernis symbolique... Il n'a pas dit que cela. Oh oui, mais il a quand même pas beaucoup donné les vraies raisons que nous on voit derrière les émeutes, c'est-à-dire la perte de l'autorité, le laxisme judiciaire de M. Dupond-Moretti et de M. Darmanin, et dire que les gens s'ennuient, ça me paraît pas être à la mesure de ce qu'a vécu la France avec ses émeutes. Monsieur Tanguy, est-ce qu'après néanmoins le vote de la loi immigration, après ce remaniement qui met notamment en lumière une personnalité aussi marquée que Rachida Dati, est-ce que vous pensez que ce virage à droite, il n'est que dans les mots ou il est aussi dans les actes ? Il est aussi dans la traîtrise. Madame Dati n'avait pas de mots assez durs contre la Macronie qu'elle définissait comme mais là, je vous le pose rassemblement. La question sur, oui, les mais choix c'est quand même le Macron, rassemblement. hein. Quand vous dites aux Français, Monsieur Macron, c'est le rassemblement des traîtres de droite et des gauches, et que vous faites partie de ce régiment, ça en dit long quand même sur votre ligne politique. Mais la question portait sur les choix d'Emmanuel Macron. Écoutez, on peut faire un casting, on peut faire prendre des gens pour faire croire qu'on a un changement, mais ce que les gens veulent sentir dans cette rentrée qui est très difficile, le pouvoir d'achat, encore, on a appris hier que sur 2 ans, c'était bien 20% d'hausse des prix, d'inflation sur tous les biens de grande consommation, les biens vitaux. C'est là-dessus que les Français veulent avoir des solutions. Vous ce que dit notamment le gouvernement, que sur les produits alimentaires, notamment l'inflation, elle est aujourd'hui inférieure à ce qu'elle était il y a 1 an et qu'elle est plutôt en tendance baissière. Encore heureux qu'après 2 ans et 20% de hausse, alors que les salaires n'ont pas augmenté de plus de 5%, l'inflation commence à ralentir. Mais les informations qu'on a sur les négociations, on serait plutôt encore à 3%. Les salaires n'augmentent pas. Et le Rassemblement national a été le seul parti qui a demandé que le Parlement parle des salaires, négocie sur les salaires, fasse des propositions, nous, pour augmenter les salaires de 10% en aidant les entreprises. Personne n'a voulu discuter avec nous de cela. Et la ministre Vautrin, la nouvelle ministre, n'a rien proposé de concret pour augmenter les salaires. Il y a les salaires et la fiscalité. Emmanuel Macron a promis de nouvelles baisses d'impôts pour les classes moyennes qui partiellement votent aussi pour vous. Est-ce que vous attendez de les voir traduites en actes, notamment dans le discours de politique générale de Gabriel Attal le 30 janvier ? Écoutez, on va voir, mais on nous annonce une baisse d'impôts pour la Saint-Glinglin. Monsieur Attal était ministre des Comptes publics. Il annonçait déjà... Pourquoi vous dites la Saint-Glinglin ? Parce que ça a été déjà reporté. Ouais. Monsieur Attal pensait pouvoir faire cette baisse d'impôts de 2 milliards très vite. Puis cela a été décalé. Et aujourd'hui, la seule hausse d'impôts qui est prévue, parce que c'est une hausse de taxes, c'est 4 à 5 milliards d'euros de plus sur les classes moyennes et les classes populaires, avec la hausse de taxes, le rétablissement de la taxe sur l'électricité, qui va être une taxe pour toutes les classes moyennes. Donc en fait, on fait des annonces pour faire rêver les gens, pour alléger leur pression fiscale. Et concrètement, ce qui va arriver, c'est encore une hausse de taxes. La hausse du prix de l'électricité le 1er février, que vous dénoncez, est-ce qu'elle est liée ou non à la fin du bouclier tarifaire qui lui aussi coûte aux contribuables? C'est l'argument du gouvernement pour justifier cette hausse qui d'ailleurs n'a pas été encore officiellement annoncée sur son montant. Est-ce que vous, si vous étiez au pouvoir, vous le maintiendriez, ce bouclier tarifaire ? Mais en fait, c'est une logique totalement différente. Le bouclier tarifaire existe parce que le gouvernement s'est soumis à des règles de marché européennes complètement absurdes, qui fait que les Français ne paient pas leur électricité au prix de production français, le nucléaire, l'hydraulique, mais le paient au prix européen moins cher que leurs voisins. Ils la paient moins cher que leurs voisins européens. Parce que la facture de nos voisins, ça, c'est le nouvel argument du gouvernement. Mais la facture, non, parce que chez nos voisins, les prix sont complètement partis dans le décor. Donc c'est pas une raison, c'est pas parce que nos voisins font pire qu'on doit payer pour eux. La réalité, c'est que nous, on produit entre 40 et 60 euros. C'est le prix auquel les Français devraient payer leur électricité, et que M. Macron s'est soumis notamment à l'Allemagne, et qu'on continue de payer pour les autres. Le Rassemblement national, lui, il veut que les Français paient le prix de l'électricité qu'on produit en France. Et donc on n'a pas besoin de bouclier tarifaire, on n'a pas besoin de rajouter des taxes, de les enlever, de les rétablir, et les Français ne comprennent plus rien. Ils veulent
payer l'électricité que leurs factures ont payée depuis 50 ans. Parce que le parc nucléaire français, c'est les Français qui l'ont payé, c'est pas les Allemands. Tout autre sujet, la ministre de l'Éducation et des Sports, en éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, a décidé hier de se déporter, ça veut dire se dessaisir du dossier qui concerne l'établissement scolaire Stanislas, parce que ces enfants y sont scolarisés. On sait qu'il y a un rapport de l'Éducation nationale qui pointe des dérives dans cet établissement. Est-ce que pour vous, j'imagine un peu la réponse, la clôt définitivement cette affaire qui dure depuis maintenant une semaine et qui fragilise la ministre, de l'Éducation nationale? Mais le problème de la ministre qu'elle ne semble ne pas comprendre, c'est pas d'opposer le privé et le public. Les Français sont libres de leur choix. Et je pense que cette liberté est bien ancrée dans notre pays. C'est qu'elle a menti, elle a continué à mentir. Encore aujourd'hui. Elle a exprimé ses regrets à plusieurs reprises. Mais c'est pas sincère puisqu'elle continue de mentir et dire c'est pas vraiment que j'ai menti, j'avais un ressenti. Enfin, elle raconte n'importe quoi. Ça renvoie à d'autres mensonges de la ministre. Elle avait sous serment à une commission d'enquête dit qu'elle gagnait 500 000 euros par an et qu'il n'y avait pas d'argent public, alors qu'il y avait de l'argent public. Oui, je n'ai pas confiance. Moi, je n'ai pas confiance dans cette personne. Elle a menti, elle continue à mentir. Elle avait menti sous serment. Elle ment devant les Français. Or, à l'école, si vous voulez, on a besoin d'une ministre qui incarne des valeurs, en particulier quand même la vérité. Monsieur Tanguy, une question sur votre parti et le parcours de votre président, Jordan Bardella. C'était le sujet de l'émission Complément d'enquête qui a été diffusée hier soir sur notre chaîne, sur France 2. Monsieur Bardella, que l'on voit à l'écran, conteste la révélation dans cette enquête d'un compte qu'il a tenu, dit l'enquête, entre 2015 et 2017, un compte Twitter dans lequel on pouvait lire des blagues racistes, une adhésion enthousiaste à Jean-Marie Le Pen. Vous-même, vous m'avez dit avant l'antenne avoir vu ce reportage. Est-ce que vous avez été troublé par ces révélations ? Non, j'ai trouvé que c'était évidemment à charge. D'ailleurs, un des témoins à charge, entre-temps, s'est rétracté de ces pseudo-révélations. Donc tout ça est un peu dommage. Moi, je me concentre, effectivement, j'ai vu ce reportage sur les valeurs positives qu'incarne Jordan. On voit aussi un jeune homme qui s'est engagé très tôt pour son pays, qui a des qualités de travail phénoménales et qui a réussi très vite à s'imposer dans le paysage politique. Pardon, donc, je pense que c'est ça que les gens ont vu, c'est ça que les gens apprécient chez lui. Mais vous niez ce qui a été... oui, moi je nie. En plus, il se trouve que dans les tweets, il a fallu que je sois mis en cause. Moi, je ne vois pas du tout Jordan parler de cette façon. On se connaissait déjà, d'ailleurs, à l'époque avec Alexandre Loubet, et je ne vois pas du tout Jordan s'exprimer là-dessus. C'est pas du tout son vocabulaire. Mais Monsieur Tanguy, contester le travail de journalistes professionnels qui ont fait leur travail d'enquête, qui ont recoupé les informations, les sources, ça veut dire qu'on met sur le même plan une enquête journalistique et les fake news qui fleurissent tous les jours sur les réseaux sociaux. Vous ne doutez pas, votre degré de doute est le même, quelle que soit la source d'où émanent les informations? Non, mais une fois de plus, l'un des témoins principaux qui est apparu à l'écran a fait une communication pour dire qu'il ne validait pas les propos qui apparaissaient à l'écran. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, tout ça est très fragile. Et puis un journaliste comme un autre peut se tromper, ils peuvent être mal informés, surtout ils peuvent être trompés par des gens qui ont des mauvaises intentions. Donc moi, j'aurais préféré que le service public soit un peu plus prudent. Vous êtes libre, chacun est libre de faire ce qu'ils veulent. Moi, une fois de plus, je vois que les Français ont vu qui est Jordan Bardella. C'est quelqu'un, une fois plus, de travailleur qui s'est engagé. Et je trouve ça un peu dommage. Oui, mais je trouve ça un peu dommage, si vous voulez, de salir ou de vouloir mettre en doute l'intégrité. Pourquoi salir ? Est-ce qu'il est interdit d'enquêter sur le passé d'un homme qui a aujourd'hui le vent en poupe ? À partir du moment où les sources sont très fragiles, constituées de gens qui ont par ailleurs des aigreurs par rapport à Rassemblement national en général, c'est pas des gens neutres. Je trouve ça dommage. Il y a eu des sujets sur d'autres partis politiques, sur la France insoumise. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de sujets sur la Macronie, alors que, vu leur responsabilité, moi je pense toujours à M. Macron, je vous rappelle qu'avec General Electric qu'il a donné aux Américains, il a détruit 5000 emplois, ça me paraît plus grave qu'un compte Twitter. Monsieur Tanguy, est-ce qu'on a le droit d'enquêter sur les relations, sur le passé de Jordan Bardella en tant que président du Rassemblement national, qui aujourd'hui est annoncé en tête dans les sondages des prochaines élections? Est-ce que c'est légitime ou est-ce qu'il faut se contenter de l'image que renvoie le Rassemblement national d'un homme lisse et respectable et qui n'a rien à se reprocher sur son passé? Mais moi, je ne conteste pas que des journalistes fassent leur travail. On a aussi un droit de réponse. Nous, on établit la vérité. On ne va pas se laisser mettre en cause sur des choses qui sont fausses, sur lesquelles plus le traitement. Mais oui, à partir du moment où le principal témoin s'effondre, si vous voulez, entre le moment où il y a des fuites sur ces vidéos et le moment où c'est diffusé, il y a eu 3 témoignages attestant que ce compte Twitter avait existé. Celui qui apparaît à l'antenne s'est rétracté. Donc moi, je trouve que tout cela est dommage. Je rappelle aussi qu'on est en période électorale et je ne vois pas pour le moment de reportage sur les personnalités européennes de la Macronie qui pourraient défendre des idées sur lesquelles ils se sont effondrés. Je vous rappelle qu'il y a un très grave scandale de corruption au Parlement européen. Pendant des années, on a dit aux Français que le problème de l'ingérence étrangère venait du Rassemblement national. C'était faux. Le problème d'ingérence étrangère pris en flagrant délit avec des valises de billets, c'était les socialistes et c'était les centristes. Merci Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national de la Somme. C'est la suite de Télématin. Merci.